Le Brexit est repoussé au 31 octobre. Le délai obtenu par le Premier ministre Theresa May devrait permettre une sortie plus sereine du pays de l'Union européenne. Les électeurs britanniques, eux, pourraient tout de même être appelés aux urnes, ce qui ne sera pas sans conséquence pour les autres États membres. 3 ans après la mort d'Adama Traoré, la famille et l'extrême gauche ne lâchent pas le morceau. Alors qu'une expertise judiciaire avait mis hors de cause les gendarmes, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée dans un climat d'instrumentalisation. Les publications passées au crible avec l'essor des réseaux sociaux, s'est créé un nouveau métier, modérateur, retour sur un travail peu médiatisé qui gère les contenus du net. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Brexit encore reporté. Les Britanniques ont obtenu 6 mois supplémentaires pour négocier leur départ de l'Union européenne. Une décision qui ne sera pas sans conséquence pour le scrutin de mai prochain. Olivier Frère-Jacques. I've just met with Donald Tusk, the President of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. I continue to believe we need to leave the EU with a deal as soon as possible. Un délai de 6 mois supplémentaires pour négocier le départ du Royaume-Uni. À la peine dans les négociations, le Premier ministre Theresa May dispose donc d'un peu plus de temps pour arriver au bout du processus de Brexit. Ce délai supplémentaire est le fruit d'un compromis, spécialité des instances bruxelloises, entre les 27 à l'issue d'un interminable sommet extraordinaire qui s'est tenu mercredi. Le président français Emmanuel Macron était de son côté favorable à un délai plus court, à savoir une date butoir le 30 juin, ce que souhaitait aussi le Premier ministre britannique. La chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil Donald Tusk étaient pour leur part favorables à une extension du délai, mais se satisferont de ces 6 mois supplémentaires. Let me finish with a message to our British friends. This extension is as flexible as I expected and a little bit shorter than I expected, but it's still enough to find the best possible solution. Please do not waste this time. Ce compromis trouvé, c'est à présent la question du scrutin européen de mai prochain qui occupe les esprits. En effet, les Britanniques, sortis de l'UE, n'avaient plus de raison d'élire des députés européens. Sauf qu'avec ce délai, ils seront toujours membres à l'issue des élections. Et si le Royaume-Uni n'organise pas d'élections, il se trouvera en infraction par rapport au traité. Avec cette sortie différée, ce sont 63 sièges qui sont en suspens, les 63 sièges britanniques qui devaient être répartis aux divers États membres. Certains pays, à la faveur de leur démographie galopante, comme la France et l'Espagne, augmentaient ainsi leur nombre de sièges avec 5 strapontins supplémentaires, quand Italiens et Hollandais obtenaient 3 sièges de plus. Et enfin, les sièges restants devaient être répartis à de potentiels nouveaux États membres comme l'Albanie et la Serbie. Au lieu de 79 sièges prévus avec le Brexit, la France se retrouverait avec 74 députés. Pas une bonne nouvelle pour les 5 partis annoncés en tête dans les sondages. En l'état actuel des études d'opinion, le Rassemblement national et la République en marche pourraient ainsi perdre 2 élus, quand les Républicains, la France insoumise et les écologistes pourraient perdre un représentant à Bruxelles. Les mouvements flirtant avec les 5% comme le Parti socialiste ne subiraient aucune conséquence. Mais le changement du nombre d'élus par pays n'est pas encore entériné et une résolution hypothétique du Brexit avant fin juin permettrait de maintenir la répartition des sièges comme envisagé jusqu'à présent. Autre possibilité, l'attribution provisoire de sièges pour des députés européens britanniques, sièges qui seraient vacants avec l'officialisation du Brexit, vacants ou réattribués dans les autres pays aux listes qui auraient potentiellement remporté ces sièges dans un dispositif ne prenant pas en compte la présence d'élus britanniques. C'est donc un nouveau petit casse-tête supplémentaire auquel les institutions européennes vont devoir faire face, un casse-tête électoral qu'il faudra résoudre rapidement, car si les électeurs se présentent devant les urnes sans que les règles du jeu soient clairement établies, l'UE perdra encore un peu plus de crédibilité auprès des citoyens. La mort d'Adama Traoré en porte-étendard de l'extrême gauche. Près de 3 ans après la mort de l'individu, les juges d'instruction vont ordonner une nouvelle expertise médicale alors qu'un rapport médical réalisé à la demande de la famille Traoré attribue le décès à une asphyxie mettant en cause la technique d'interpellation des gendarmes. L'instrumentalisation de la mort d'Adama Traoré passe un nouveau cap. Près de 3 ans après la mort de l'individu, le collectif qui porte son nom poursuit son travail de sape pour incriminer les prétendues violences policières et lance une ultime contre-attaque. En effet, alors que les juges d'instruction ont clos mi-décembre leur enquête sur la mort d'Adama Traoré à la suite de son interpellation en juillet 2016, sans mettre en examen les 3 gendarmes concernés, un rapport médical réalisé à la demande de la famille et versé au dossier contredit les conclusions. Un rapport dans lequel les médecins choisis par la famille attribuent le
décès du jeune homme a un syndrome asphyxique aigu et invite à se poser la question de l'asphyxie positionnelle ou mécanique. Comprendre, la technique d'interpellation des gendarmes serait à l'origine de la mort d'Adama Traoré. Cependant, les juges d'instruction ont estimé que ce rapport ne pouvait pas être considéré comme une expertise judiciaire. Et pour cause, les 4 médecins qui en sont les auteurs n'ont pas été désignés par les magistrats, n'ont pas prêté serment et ne figurent pas sur les listes d'experts auprès des cours d'appel et de la Cour de cassation. Malgré ce rapport inutilisable, une nouvelle expertise médicale va être ordonnée pour entretenir le spectre d'une bavure policière, alors qu'à l'inverse, une expertise judiciaire datant de septembre indiquait que le pronostic vital du jeune homme était engagé de façon irréversible avant son arrestation et que l'asphyxie découlait d'une maladie génétique, la drépanocytose, associée à une pathologie rare, la sarcoïdose. Ainsi, cette nouvelle attaque apparaît comme une énième surenchère dans un dossier devenu plus idéologique que judiciaire. En effet, le collectif Vérité et Justice pour Adama multiplie les prises de parole publiques pour dénoncer les contrôles aux faciès, les violences commises par les forces de l'ordre et le racisme qui se serait banalisé. Des thèses classiques de l'extrême gauche largement présentes aux côtés d'Assa Traoré, la sœur d'Adama. Pour l'extrême gauche, qui rêve de faire éclater la nouvelle affaire Malik Oussekine, nom de l'étudiant mort le 6 décembre 1986, après une intervention policière à l'issue d'une manifestation étudiante, l'attention doit être maintenue par tous les moyens, faisant de la mort d'Adama Traoré un prétexte à l'agitation politique. Ils sont un peu les nettoyeurs du net. Alors que les réseaux sociaux se multiplient, de plus en plus de publications sont mises en ligne. Parmi celles-ci, des contenus à caractère violent, pornographique ou autre, soumis à l'approbation des modérateurs, des hommes et des femmes de l'ombre, chargés de faire respecter les standards de la communauté Facebook. Élise Blaise. Une femme décapitée, une scène de zoophilie, des images pédopornographiques, bienvenue dans le quotidien des modérateurs du réseau social Facebook. Une réalité opaque sur laquelle le géant numérique ne tient pas à communiquer. En 2017, ils étaient au moins 4500 dans le monde entier. Après une série de meurtres diffusés en direct sur la plateforme, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avait annoncé vouloir engager 3000 modérateurs supplémentaires. Leur travail, passer en revue les publications qui ont été signalées par les internautes. Certains contenus sont signalés sans pour autant contenir d'images choquantes, d'autres sont tout simplement terribles. Mais les règles de la communauté Facebook sont complexes au point que les modérateurs ont parfois du mal à trancher. Ainsi, une publication qui indiquerait qu'il faut stériliser les autistes serait autorisée dans la mesure où les autistes ne sont pas considérés par Facebook comme une caractéristique protégée. La même phrase avec le mot étranger à la place, et là, le contenu est directement banni. D'ailleurs, beaucoup des contenus signalés font référence à des contenus jugés racistes. Le fossé entre autorisation et interdiction peut ainsi donner lieu à des bannissements jamais loin de la censure. Parfois, il ne s'agit pas de publication de texte, mais d'images ou de vidéos. Dans ce cas, tout y passe, à l'image du terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a diffusé ses crimes en direct sur la plateforme de Mark Zuckerberg. Une vidéo qui a d'ailleurs mis plusieurs heures avant d'être bloquée sur le réseau social, un laps de temps qui a permis à beaucoup de faire une copie et donc de la diffuser par d'autres canaux. Souvent exposée à des images extrêmement violentes, comme des films réalisés par les cartels de la drogue en Amérique latine, les modérateurs ne ressortent pas de ce travail indemne. Pour une rémunération moyenne de 25 000 € par an, beaucoup souffriraient de syndrome post-traumatique. Sarah Katz, une jeune femme travaillant pour un sous-traitant de Facebook, affirmait quant à elle passer en revue quelques 8000 posts par jour. Elle affirmait être désensibilisée aux images violentes qu'elle voyait parfois défiler sur son écran. La plupart n'a pas la même force de caractère. Beaucoup des entreprises qui ont recours à ces modérateurs proposent d'ailleurs des psys au bureau ou une salle de yoga. En mai dernier, Facebook déclarait que les modérateurs étaient intervenus sur 3,4 millions de publications. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Chirurgien ou boucher, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie interdit d'exercer pour 18 mois et contraint de verser 35 000 € à la caisse d'assurance maladie. Le Conseil de l'ordre indique dans ses conclusions que le médecin n'aurait pas respecté une technique opératoire conforme aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. La suspension du spécialiste isérois fait suite à une plainte déposée en 2016 par l'assurance maladie portant sur 54 dossiers de patients opérés entre 2013 et 2014 sans justification médicale. En l'occurrence, certains patients ont été amputés après les opérations, d'autres sont victimes d'invalidité ou de paraplégie et autres conséquences indésirables. L'avocat du médecin parle d'un cas d'acharnement et dénonce une manipulation. Il fait valoir notamment le fait qu'un des plaignants
a été débouté de toutes ses demandes après la consultation d'un expert judiciaire. Électoralisme et démagogie, la bataille de Paris est bel et bien lancée. Le maire de la capitale, Anne Hidalgo, s'est déclaré favorable au vote dès 16 ans et entend expérimenter celui-ci à l'occasion des élections européennes du 26 mai. La bonne idée de l'édile parisienne n'est cependant pas d'elle, mais d'un obscur collectif de Sciences Po. L'idée est d'expérimenter le vote de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans 12 lycées parisiens, un peu avant le scrutin européen. Le maire Hidalgo entend ainsi donner aux jeunes de bonnes habitudes en matière de démocratie et permettre à la démocratie et à la République de ne pas s'effondrer. Pierre Palmade en garde à vue ce jeudi. L'humoriste a été interpellé pour des soupçons de viol, le tout sur fond de cocaïne. Il aurait été dénoncé par un jeune homme de 20 ans qui est lui aussi entendu dans cette affaire. L'enquête pour violence par une personne agissant sous l'emprise de stupéfiants, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et viol a été confiée au premier district de la police judiciaire. Fin d'asile pour Julian Assange. Réfugié depuis 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, le lanceur d'alerte a été arrêté par la police britannique au terme d'une demande d'extradition des autorités américaines. Âgé de 47 ans, il a été placé en garde à vue et sera présenté au tribunal de Westminster prochainement. Le président équatorien Moreno a affirmé avoir retiré l'asile à Julian Assange de manière souveraine. Son prédécesseur Rafael Correa a dénoncé une manœuvre qu'il qualifie de traîtrise. Julian Assange s'était réfugié dans l'ambassade d'Équateur pour éviter d'être extradé vers la Suède, pays dans lequel il est accusé de viol dans un dossier qui depuis est classé. Plus généralement, ces agissements à travers Wikileaks dérangent des appareils étatiques, notamment Washington, largement mis en cause dans ses publications. Une nouvelle espèce humaine découverte. Des fouilles dans une grotte de l'île de Luçon aux Philippines ont permis de mettre la main sur des os de pieds et de mains et des dents, vieux d'au moins 50 000 ans. Après plusieurs années d'analyse, l'équipe de scientifiques à l'origine de cette découverte en 2011 a conclu qu'il fallait ajouter une nouvelle branche à l'arbre de l'humanité, celle de l'Homo luzonensis. Pour le moment, impossible de savoir comment cette espèce s'est éteinte, même si les scientifiques émettent l'hypothèse d'une rencontre avec l'Homo sapiens. Du vin sur Mars, fier de sa tradition viticole, la Géorgie souhaite devenir le premier pays à faire pousser des vignes sur la planète rouge. Des scientifiques géorgiens ont mis en place un programme pour développer une bactérie qui pourrait transformer le sol aride et poussiéreux de Mars en terre fertile. Ils assurent avoir déjà obtenu des résultats concluants dans ces recherches. შემდეგ ამ ბაქტერიების მეშვეობით მარსის იმიტირებული გრუნტის კომპონენტებს, რომლებიც არ არის ანთვისებადი მცენარეებისთვის, გარდაუქმნით იმგვარად, რომ ისინი ნაყოფიერ ნიადაგს იძლევიან. შემდგომში როგორც ჩვენმა წინაპრებმა აჩუქეს ღვინო და მეღვინეობა დედამიწას, ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ სხვა პლანეტებს ვაჩუქოთ ღვინო და Des chercheurs ont testé la peau des 525 variétés de raisins présentes en Géorgie pour déterminer laquelle résistera le mieux au niveau élevé de rayonnement ultraviolet frappant la surface de Mars. Selon les résultats préliminaires, il s'agirait du Arcacitelli, l'un des plus anciens cépages connus, utilisés pour faire du vin blanc aux accents de pommes vertes. Et dans un instant, notre Zoom du jour, TV Liberté a suivi en exclusivité le voyage de parlementaires français en Crimée, un documentaire qui permet de comprendre la situation politique et géostratégique dans cette partie du monde. Alors nous venons d'arriver il y a à peine une heure à l'aéroport international de Sheremetyevo, qui est l'un des plus grands aéroports de Moscou, qui entoure la capitale. Il y a plusieurs raisons à organiser ce voyage. C'est ne pas oublier ce grand sacrifice humain qui nous permet à nous, tous Européens, d'être en liberté, ces efforts surhumains des peuples soviétiques pendant la Grande Guerre patriotique. La deuxième raison pour moi, c'est que l'avenir de l'Europe se jouera en grande partie en Sibérie. Nous avons besoin d'avoir des matières premières et nous avons toutes les raisons de nouer des partenariats avec la Fédération de Russie pour les aider à développer ces territoires et pour nous avoir les matières premières dont nous avons bien besoin, puisque la France est chassée en particulier d'Afrique de l'Ouest par les Américains, d'Afrique de l'Est par les Chinois. Et retrouvez également Immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le malaise des journalistes après les propos du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, faisant des ONG les complices des passeurs de clandestins. Le retour en Italie des mentions père et mère à l'initiative de Matteo Salvini et la tentative de diabolisation de Marion Maréchal par la journaliste du Monde Lucie Soulier.
Et tout de suite, la France de Campagnol, de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. J'ai assisté l'autre jour à une discussion, enfin si on peut dire, à un échange verbal assez vif, mais qui est resté jovial, entre Gustave et la nommée Cindy, dont je vous ai parlé une fois. C'est une fille complètement vulgaire, qui porte ses enfants en bandoulière, de 3 pères différents, qui habite un micro HLM, des appartements, vous savez, refaits à l'entrée du village, qui est coiffée de manière impossible avec des mèches et qui ne supporte pas les vieux en général, donc les gens comme Gustave et moi. D'abord parce qu'ils lui rappellent son grand-père, hein, et qu'ils lui disent tout le temps comment vivre. Donc déjà, on pourrait argumenter, mais je préfère m'en garder directement avec elle, que si elle avait su comment vivre, elle n'en serait pas là. On la verrait pas, par exemple, de temps en temps complètement saoule avec une poussette à 2 places, assise sur le banc violet devant les jeux pour enfants, à pianoter sur son téléphone rose et argent. On la verrait pas tambouriner à la porte de sa voisine pour lui dire « Est-ce que je peux me réfugier, c'est vous, parce que mon ex a dit qu'il débarquait dans 3 minutes ». La voisine qui m'a raconté la chose m'a dit, j'ai eu envie de lui demander mais quel ex, parce qu'il y en a pas mal, et accessoirement j'ai voulu savoir ce qu'elle avait fait de ses enfants pendant ce temps-là. Mais dès qu'il est arrivé, le type, l'ex, là, elle s'est jetée sur sa voiture, enfin vous le connaissez d'ailleurs, l'ex c'est Alain, m'a-t-elle dit, et elle a voulu la rayer avec un caillou, et du coup lui il a frappé, le maire qui passait les a séparés, il a dit à Alain, tu arrêtes de la taper, si je raconte ça à un gendarme, tu vas prendre 2 mois ferme. Donc le Alain s'est calmé, et tout ça c'est le récit de la voisine, hein. Donc on va revenir au mien. Je vais vous raconter donc la dispute qui a opposé cette Cindy et Gustave un jour devant le présentoir à cigarette au bar, parce qu'elle disait à la serveuse qu'elle n'avait pas fini la saison 4 de Game of Thrones, et là Gustave a joué les vieillards complètement ignorants, alors qu'il savait parfaitement de quoi il s'agissait. Il a dit « Game of Thrones, Game of quoi ?» Alors la serveuse a haussé les épaules à son tour pour dire à Cindy « Fais pas attention ». Et là, elles se sont mises à parler toutes les deux de leurs séries favorites. L'une, c'était Doctor Who, l'autre Broad City, la première est repartie sur Hunger Games. Enfin, il y en avait des dizaines. Et moi, pour rire, j'ai demandé à Gustave « Alors, tu les connais, toutes ces séries ?» Et il a dit « Oui, j'en connais 2, mais les autres, non, je dois reconnaître. Mais moi, j'ai pas assez de temps à perdre pour m'intéresser à ces conneries. » Alors cette légère pique agressive a trouvé sa réponse immédiatement. La fameuse Cindy lui a dit « Ah ouais, et tu connais lesquelles de séries ?» Bon, alors déjà, cette Cindy a 25 ans et elle tutoie Gustave. Il pouvait donc pas laisser passer ça. Il lui a dit « Si nous avons gardé les cochons ensemble, essaye de te souvenir quand et où, parce que là, ça m'intéresse. » Ensuite, il a dit « Oui, je connais très bien Game of Thrones et Hunger Games. » Et là, c'était surréaliste parce que vous aviez une illustration du talent de Gustave, qui est un mémorisateur prodige. Évidemment, il n'avait pas vu les séries en question, mais il connaissait leur scénario. Et quand la pauvre Cindy lui a demandé « C'est ça, puisque tu es si fort, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur dans Game of Thrones ?» il a répondu « Les sauvageons. » Et il est en quoi le mur? Il est en glace. Etc., etc. Et pareil pour Hunger Games, elle a multiplié les questions, il a répondu à tout, et là, Gustave s'est adressé à moi pour m'expliquer en quoi cette mode des séries, des saisons, etc., était un désastre pour l'esprit. Alors je me suis attendu à ce qu'il blâme l'inspiration assez moyenâgeuse, assez violente, assez bas de gamme, en fait, de la plupart de ces machins-là, mais il m'a dit non, il y en a plein d'autres de ces séries assez raffinées et pas du tout moyenâgeuses. Mais le principal problème, c'est pas du tout le contenu, c'est la multiplicité des niches sociologiques. Autrefois, tu avais 1 ou 2 chaînes de télé qui faisaient le plein nationalement, tous les soirs, 10 millions de personnes qui regardaient le même programme ou le même film, et film qui, généralement, par son sujet, était assez fédérateur, forcément assez unificateur, parce qu'il y avait peu de chaînes. Et le lendemain, dans les bureaux, les ateliers, les cours d'école, tu avais 100 interprétations
et discussion sur ce qu'on avait vu la veille, parce qu'on avait vu la même chose, oui, mais on ne l'avait pas vu de la même façon. Donc on devenait soi-même, pour chercher son originalité, on trouvait son originalité par rapport aux autres à propos du même truc. Un peu comme à l'époque où tout le monde lisait les Trois Mousquetaires, mais où personne n'avait la même lecture. Tandis qu'aujourd'hui, tu as 100 programmes différents, extrêmement variés, qui s'adressent à toutes les catégories de population, mais les gens, le lendemain au bureau, n'échangent plus rien, puisqu'ils n'ont pas vu la même chose, de toute façon, alors que, curieusement, quand ils discutent sur un truc de l'actualité, là, ils disent tous pareil. Ce qui prouve que leur originalité n'a jamais pu éclore. Alors là, Cindy a levé les yeux au ciel et a dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, etc. Et elle est partie, mais comme toujours, Gustave a eu le mot de la fin. Il a dit, elle zappe même entre les pères de ses enfants. Alors comment tu veux qu'elle sache qui elle est? Et la serveuse, avec mauvaise foi, par pure solidarité féminine, probablement, lui a dit, mais c'est pas une ambition dans la vie, savoir qui on est. Et Gustave m'a regardé d'un air de dire, est-ce que j'ai bien entendu? Et j'ai hoché la tête, hélas. Abonnez-vous, merci. Soyons-en bien convaincus, puisque c'est Bruno Le Maire qui le dit. La privatisation des aéroports de Paris est une nécessité absolue. C'est dommage pourtant, pour une fois qu'une entreprise rapportait des gros sous-sous à l'État, 130 millions d'euros de dividendes par an, ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas la SNCF qui ne pourrait pas en dire autant. Alors, regardons un petit peu en détail ce que nous dit notre bon ministre, qui est sûrement très compétent puisqu'il a été nommé ministre. La privatisation d'ADP, à laquelle se rajoutent Engie et la Française des Jeux, aussi concernées par l'opération, devrait rapporter entre 15 et 20 milliards d'euros à l'État. Une partie serait utilisée pour rembourser un peu de la dette publique et une autre partie servirait à créer un fonds de 10 milliards d'euros. Ce fonds serait placé sur les marchés financiers et pourrait, selon les prévisions du gouvernement, rapporter 250 millions d'euros par an, sauf crise boursière évidemment. Et ces 250 millions d'euros serviraient à financer des projets innovants que la France n'aurait pas les moyens de financer autrement. Alors, petit problème, les dividendes cumulés d'ADP, d'Engie et de la Française des Jeux rapportent déjà par an la somme rondelette de 800 millions d'euros. Si l'on résume bien, j'essaye de comprendre. L'État vend des entreprises pour financer de manière très hypothétique un fonds hautement spéculatif et donc incertain, et pour toucher à hauteur de 250 millions peut-être des dividendes. Alors que les entreprises que l'on met sur le marché rapportent en ce moment, de manière certaine, 800 millions par an. Alors, j'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre. Tout cela est sûrement très logique, mais beaucoup trop intelligent pour mon modeste cerveau. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des banques qui, au passage, vont toucher de considérables commissions et gérer dans la durée un fonds spéculatif très largement doté par notre argent. Bref, je conclurai en disant bravo et merci pour la France, cher Bruno Le Maire. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.